c'est vrai que quand en vous écoutant, je me rends compte, et c'est pour ça que je pense à l'impression de me prendre une grosse claque là, en apprenant avec toi, Cédric. Je pense que aussi c'est le fruit de cette année où j'ai pas mal travaillé sur moi. Moi, mes modèles, j'ai fait un peu de sport quand j'étais jeune, mais mes parents étant très chrétiens, les week-ends, c'est là où il y a les matchs, et du coup, moi, ils voulaient pas que j'aille au match. Du coup, en fait, les entraîneurs, ils s'en foutaient un peu de moi. Donc, j'ai pas eu cette culture du sport de combat. Moi, j'ai grandi dans une communauté, c'était en mode chrétien. Donc, c'est les mêmes que dans le sport où tu es tout le temps là. Mais moi, j'entendais la vie des gens, donc leurs problèmes personnels et tout ça. Donc, moi, mes codes de référence, c'était la bienveillance, l'écoute des autres, faire progresser. Et c'est ça que j'ai importé dans l'entreprise, où c'est presque... Les gens, presque, je les recrutais, mais c'était presque un prétexte pour passer du bon temps ensemble et que ce soit du coaching. Moi, tu m'en avais parlé. On en a parlé. On en a parlé. Et donc, c'est pour ça que moi, le changement du mindset, et étonnamment, avec ça, et j'étais quand même à 25 ans, j'avais quand même 12 salariés, tu vois. Donc, j'ai quand même réussi à créer un esprit presque famille. Mais il y a des limites pour l'entrepreneuriat. Et je pense que maintenant, j'essaye d'apprendre, en tout cas, de ce mindset plutôt compétitif. De dire on est là pour gagner, c'est un mélange des deux en fait. C'est pas en contradiction en fait, c'est pas en contradiction avec la bienveillance. Tu vois, il y a un truc qui se fait en ce moment en région parisienne, il y a un truc qu'ils ont créé, ça s'appelle la Horde. Ok. Tous les vendredis, ils se retrouvent, c'est tous les clubs parisiens, que ce soit en MMA, que ce soit en anglaise, en kick, en K1, donc ce que tu veux, n'importe quelle discipline, du moment que ça punch. Ils ont créé ce truc-là, ils se retrouvent un vendredi soir, je sais plus dans quel honneur ou dans quel truc, c'est que des 80 kilos. Que des plus de 80 kilos, et les mecs sont là et ils se tapent. Et ils font 16 à 20 rounds et ils sont là pour se taper. Tu veux dire c'est les Black Dragons en mode ouais, c'est ça. 2025 ouais. Et ils sont là pour moi, tu sais, je vais faire un parallèle parce que les gens connaissent très peu les dragons, mais les dragons, c'était dans les début des années 90, c'était surtout à Paris, et ça a démarré avec Yves Levent, et puis après Shadow, qui était mon ami, puisque je suis parrain de sa fille. Il est décédé malheureusement il y a 2 ans, et les dragons, ils avaient une cause, c'était dégommer les skinheads. Donc on parle de la Horde, à l'époque c'était la chasse. Ouais. Et la chasse, ça se passait au Halles, ça se passait à Versailles, ça se passait à Saint-Lazare, et c'était 50 dragons qui descendaient. Sortir les Doc Martens avec les lacets rouges. Exactement, avec les bombers, et ils défonçaient les skinheads. Et en fait, Paris était nettoyé des skinheads en quelques années. Et c'est grâce aux dragons. C'était l'époque où c'était Mitterrand qui était président, et ça arrangeait tout le monde, on disait rien, et voilà. Et les skins ont carrément disparu. Oh, là, c'est plus sportif. Là, c'est plus sportif. Voilà. Là, c'est plus sportif, moi sur la cause. Mais je pense que pour revenir presque un film à faire là-dessus. Il y a un film à faire. Il y a un film à faire d'ailleurs. Bien que tu amènes ce sujet, la dimension de cause, je ne sais pas si c'est un lien. Moi, c'est un peu. Comment dire, l'objet aussi de parler de ce sujet dans ce podcast, c'est que je pense qu'on est dans une société qui a tellement féminisé aujourd'hui le rôle du papa et même de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, en fait, moi je me suis rendu compte, j'ai pas de formation entrepreneuriat, moi j'ai un petit DUT en communication, j'ai tout appris sur le terrain, dans les bouquins et sur les réseaux sociaux. Et les modèles de leadership que j'avais, c'était des modèles ultra bienveillants, tu vois. Et en fait, en soi, c'était bien, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une cause à dire, on en parlait il y a quelques jours, quand tu as un Mark Zuckerberg qui dit l'énergie masculine, on l'a perdue dans les entreprises. Bon, c'est parce que Trump est président, si tu veux. Il faut bien qu'il se remette au goût du jour. Voilà, peut-être. Maintenant, j'ai corroboré ce que tu dis. Non, mais ce que je veux dire, juste pour finir, moi je crois qu'il y a d'une certaine manière, je le vois avec les Fabuleuses, le sujet de comment on éduque un garçon, elle est hyper compliquée aujourd'hui. Moi, je vois tous les nouveaux Disney, tous les nouveaux films, il y a quasiment plus de héros mecs. Tu vois, c'est parce qu'on a voulu aller dans l'autre sens. Du coup, c'est que des femmes qui ont des sabres et c'est elles les boss. Et les mecs, soit c'est des homosexuels dans les dessins animés, soit en fait, ils sont sur le côté. Donc moi, j'ai l'impression que là où il y a une forme de cause, et en tout cas une question que j'amène, c'est-à-dire, est-ce que le combat, tu vois, je voulais introduire la question en mode, faut-il savoir se battre pour être un homme ? Je me suis dit, je vais pas commencer direct avec un sujet compliqué, mais il y a une forme moi je crois qu'il y a une cause derrière, c'est de dire, est-ce que retrouver ses racines, bien canaliser cette agressivité qu'on a, au lieu de la mettre de côté et qu'elle s'exprime mal, l'exprimer dans un cadre qui est sécurisé,
Est-ce que c'est pas une bonne chose? La boxe est un moyen effectivement pour retrouver un petit peu ces choses-là, un peu viriles, un peu, oui, tu veux être un homme, tu boxes, c'est un peu extrême ce que tu dis, mais tu veux être un homme, tu fais des sports de combat ou des choses un peu agressives parce que tu es obligé de te confronter à l'autre. Depuis la nuit des temps, les femmes, elles donnent la naissance aux enfants et les hommes vont chasser, et les hommes, ils doivent être durs, ils doivent manger de la protéine parce que ils doivent aller chasser, etc. Et puis la femme, c'est plus du glucose parce qu'elle donne du lait à son gamin. Je veux dire, il faut reprendre en fait les bases. Du coup, la femme qui combat, t'en penses quoi? Ah bah moi j'aime bien les femmes qui combattent, je veux dire, c'est un peu comme une femme qui joue de la guitare pour moi et qui chante, je trouve ça génial. Mais oui, non mais il y a des femmes qui sont d'abord hyper sexy quand elles font de la boxe. Moi je trouve ça hyper sexy, il y a des femmes sublimissimes qui font de la boxe. Alors, je dis ça parce que ma fille est combattante. Ouais. Non mais, t'as vu, tu l'as dit. mes deux filles, je les ai mis au certainement combat pas à 5-6 ans aussi. Je veux dire, c'est très bien. Et l'autre jour, il y a déjà quelques années de ça, ma fille aînée qui est très calme, etc., s'est fait emmerder dans le métro, s'est retournée, elle a mis une patate à la gonzesse, elle est tombée. Et je trouve ça très bien. Alors qu'elle s'était jamais battue, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ce que je lui ai appris et ce qu'elle a fait, quand elle était toute petite, elle était emmerdée parce qu'il fallait faire de la corde à sauter, des pompes, fallait mettre les gants, les paos, les machins, etc. Ça la saulait. Et puis en fait, avec le temps, quand ils grandissent, ils font bah non, finalement, c'était vachement bien parce que ça me sert aujourd'hui. Donc je crois que tu peux être homme, tu peux être femme, tu peux faire de la boxe, peu importe ton genre. Et je pense que ça renforce en fait ta personnalité d'une façon générale. Alors ça peut être la confiance en soi, t'en parlais tout à l'heure, c'est une chose, mais aussi tout simplement en fait le fait de te retrouver avec toi-même. En fait, c'est un sport où tu peux pas t'échapper en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est des sports où tu t'échappes pas. Ça me rappelle, avant de faire de la boxe, quand je faisais du rugby, et que j'étais 15, et que souvent, quand t'es 15, c'est toi qui récupères le ballon quand le match démarre, si tu veux. Et je me rappelle ce ballon qui montait, je le regardais, et je voyais les mecs me foncer dessus comme ça, et je me disais, putain, ils vont. Ouais, à ce moment-là, t'as une autre idée de la vie. Et là, tu prends le ballon, et tu te tournes, et tu te mets côté, et là, on te rentre dedans, et t'es dans un truc, c'est la machine à laver. J'adorais cette sensation. Ça faisait à la fois. C'était pas de la peur, mais c'était de l'appréhension. À la fois c'est de l'appréhension, et à la fois avec le temps, avec la répétition du geste, en fait, tu prends presque du plaisir, parce que tu sais comment ça va se passer. Et la boxe, c'est un peu ça aussi. Je dis pas que des fois, tu laisses pas passer un ou deux coups, juste histoire de ressentir un peu le frisson, tu vois, d'avoir. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu ça, le truc. Au début, en fait, t'as pas de... T'enchaînes pas, c'est-à-dire aujourd'hui, moi, l'autre jour je faisais de l'anglaise, mais mon truc naturel c'est gauche-droite, bim, la jambe qui part. Donc c'est des automatismes que tu crées. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec les automatismes, en fait, ta peur, ou en tout cas l'angoisse d'être face à quelqu'un diminue. Parce que tu sais qu'il y a ces automatismes, et tu sais que quand l'autre va faire ça, toi tu vas faire ça. C'est quelque part très très codé, en fait, finalement. Moi j'ai l'impression, on est au tout début, donc en gros je vais pas faire des grandes leçons, mais les tout petits coups que j'ai pris, mais vraiment tout petits, hein, bah en fait, il y a une part où je me disais, j'ai l'impression de reconnecter avec mon corps, tu vois, de me dire, je suis capable de prendre un petit coup. Et puis je sens que ça va monter, et il y a comme un défi envers moi-même, en disant, en fait, mon corps, il est capable. Mon rapport à... Et je pense que, en fait, j'ai l'impression aujourd'hui dans la société, elle est énormément aseptisée. C'est qu'en fin de compte, on est sur un ordinateur, on est dans la voiture, on a quasiment plus vraiment de moments où on est face à une forme de frustration ou de quelque chose de douloureux ou de désagréable. Il fait à peine froid, on est déjà perturbé. Et en même temps, à côté de ça, on voit là, alors je sais pas si c'est mon fil YouTube qui est en train de changer, mais je vois plein de vidéos sur des mecs qui font des enquêtes sur Bordeaux comme étant une des villes les plus dangereuses de France, tu vois. Et je vois des stats passer, et du coup, tu as des gars... C'est impossible. C'est possible, j'en sais rien. Tu vois les mêmes mauvaises stats. Peut-être, mais ce que je veux dire par là... Paris, Lyon, Marseille... étonnamment, en fait, tu vois, bon, peu importe. Mais tu vois, ce que je trouvais intéressant, c'est de me dire, on est en train d'être dans une société qui s'aseptise de plus en plus, féministe d'une certaine manière, de par nos quotidiens, en fait. Être fort, ça sert à quoi aujourd'hui, concrètement ? En fait, on te donne des solutions sans problème. C'est-à-dire que c'est facile de donner des solutions sans problème. Aujourd'hui, la solution, c'est le télétravail. C'est être bienveillant avec l'autre. C'est toujours la solution pour éviter. On est dans l'évitement de la violence. C'est ça. C'est fait que le jour où la violence, pour te rejoindre, le jour où la violence, elle arrive, on ne sait plus quoi faire. Mais c'est ça. Et c'est qu'à l'inverse, comme en fait, il n'y a plus aucune notion un peu de conflit, de frustration, ben en fait, à côté de ça, il y a quand même comment dire, une forme de criminalité, de délinquance qui est quand même en croissance, et donc du coup en fait on ne sait plus faire face. Et je me dis, moi en tant que père,
vis-à-vis de mes filles, vis-à-vis de mes gars aussi, bah, mon rapport à comment dire, être en confiance avec mon corps, avec l'agressivité, avec peut-être de la violence, j'ai l'impression que c'est quand même, j'ai le mot en anglais, mais un must-have, c'est important pour sa confiance. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, dans dans ce sport, c'est le côté animal. En fait, il y a beaucoup de sports, tu te découvres avec un truchement. Le tennis, tu as une raquette, le foot, le rugby, tu as un ballon. Il y a un truchement, il y a un objet. On s'appelle, on a un téléphone. Quand tu fais des sports comme la boxe, bon, on a des gants, c'est tout. Mais c'est deux corps qui se tapent dessus. C'est bestial. Ouais. Donc, il n'y a rien de mieux pour apprendre à se connaître, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, c'est un truc que j'aimerais bien vous faire réagir, que Cédric, tu me dis, pas mal, c'est en fin de compte, ta fille Océane, quand je lui demandais son combat là, pour devenir championne de France en MMA, elle me dit, mais en fait, c'est pas contre l'autre que je me bats, c'est contre moi-même. C'est contre Du toi. coup, Mais l'autre, c'est toi, en fait. Exactement. C'est ton miroir. Dites-moi en quoi... C'est le miroir. C'est le miroir. Mais bien sûr, moi, c'est pour ça que je suis amoureux de ce sport, parce que tu es contre quelqu'un, tu vois ses yeux, tu vois tout, tu vois sa transpi, et tu te tapes avec. Et à la fin, en fait, mais comme c'est encadré, il y a des règles, on a des gants, tu vois, même quand tu combats en pro, tu as un arbitre, il y a un début, une fin, une catégorie de poids. C'est de la violence, mais encadrée. Et pour s'aiguiser mutuellement. Ok. Et je trouve que c'est... Et qu'est-ce que tu apprends sur toi-même, alors du coup, quand tu te bats, qu'on dit que, en fait, ton adversaire, en réalité, c'est un reflet de toi-même? Qu'est-ce que tu apprends sur toi, alors? T'apprends quand est-ce que t'abandonnes, quand est-ce que t'as trop mal, quand est-ce qu'en fait t'apprends qu'en fait tu crois que t'abandonnes, mais tu trouves une ressource que tu pensais que t'avais pas. T'es dans le coin, t'en peux plus, mais tu trouves la lucidité de te barrer, de remettre un coup. Tu penses que ton cardio il est éclaté, mais en fait t'arrives à retrouver de la lucidité, respirer un plaque et tu reprends du cardio. En fait, tu te rends compte que ton potentiel il est énorme. Mais au début, tu vois bien les premiers entraînements, tu n'arrives à rien, c'est terrible. C'est un sport où au début tu te rends compte que si c'était un vrai combat, tu serais mort physiquement. Ouais, les chemins synaptiques, tu apprends déjà à t'analyser, à te connaître, parce que tu sais pas où t'en es en fait quand tu arrives dans une salle. Tu penses aller chercher quelque chose et en fait tu trouves complètement autre chose. Ensuite, les autres, tu apprends à faire des analyses sur les autres. En fait, un peu tout ce qu'on fait quand vous créez une entreprise, vous faites un business plan, vous allez chercher vos forces, vos qualités, vos défauts, et puis vous allez chercher un peu s'il y a le marché, les défauts, les qualités, et savoir si ça peut matcher et si tu peux rentrer dans le combat. Quand on fait une analyse d'un combat, on va prendre un combat plus sérieux, tu te retrouves dans un championnat. Si tu as des vidéos, tant mieux, chez les pros, mais chez les amateurs, tu n'en as pas. Ça veut dire que là, tu apprends à aller gérer l'incertitude. Qui t'a en face de toi, c'est quoi ses qualités. Donc tu t'obliges à être le meilleur dans ce que tu vas faire, d'accord, pour être sûr d'être pertinent, quoi qu'il en soit. Mais là, on parle de l'autre, dans le sens que tu analyses l'autre, et ça, je le comprends bien. C'est les deux, en fait. Okay. C'est-à-dire que quand j'analyse l'autre, je favorise les chemins synaptiques pour chercher une analyse construite sur du réel, pas sur de l'émotionnel. J'évince la vibration à un moment de l'émotionnel, parce que si je me laisse embarquer, bah, je vais être dans une colère, dans un brouillard, dans un truc un peu nerveux qui va me rendre complètement dingue et qui va m'embrouiller l'esprit. Et je vais chercher des connexions là-bas. Là, la différence, c'est que quand le combat il commence, je vais savoir quand je touche. Mais je vais aussi savoir quand je suis touché. Ok. Tu vois ? Et cette analyse, elle est en aller-retour, en fait. Mais pour l'autre aussi. Donc je vais me réajuster, mais lui, il se réajuste. Okay. Donc ça va se réajuster en permanence, à savoir quand est-ce que je suis touché. Quand est-ce qu'il m'a touché? Qu'est-ce qui passe? Est-ce qu'il y a une pattern qui passe? Est-ce que tiens, mon crochet il est pertinent? Est-ce que à cet endroit-là mon attaque elle est pertinente? Et combien de fois je vais pouvoir le repasser? Et combien de fois je vais pouvoir pertinent sur le combat? Est-ce que ça va m'emmener à gagner? Et après tu parlais là. Et pour moi, tu vois, tu disais ça n'exclut pas la bienveillance. Moi, les clubs de boxe, c'est les endroits les plus bienveillants que j'ai jamais vus. Même les clubs où c'est très très dur. En fait, il n'y a rien de plus bienveillant. Alex, tu disais au début, en off, tu parlais de ton premier combat où tu t'es fait mettre KO. Ouais. Et intérieurement, ça t'a fait bouger quand même. C'est-à-dire que là, tu t'es découvert quand même. J'étais plus l'homme le plus fort du monde.
Ok. Dans ma tête, pendant des années, j'étais l'homme le plus fort du monde. Il n'y avait rien qui pouvait m'atteindre, personne. C'est-à-dire que tous les combats que tu faisais, tu déglinguais tout le monde. C'est pas des combats que tu fais, c'est que tu as tellement confiance en toi que en fait rien peut t'arriver en fait. Ouais. Tu vois, alors moi j'ai fait des combats qui étaient des combats amateurs. Voilà, j'ai jamais été en professionnel parce que j'étais déjà trop vieux. Parce que j'ai commencé la boxe, j'avais 27-28 ans. Et j'étais au pic à 40 ans où je faisais 4-5 entraînements dans la semaine. Et en tournant dans les salles, en allant au land, en allant, etc., je tapais avec des mecs, mais je tapais avec un sparring dur, on en parlait tout à l'heure. C'était un sparring dur, c'était comme si tu étais quasiment à 100%, tu es à 80%, les mecs ils te font, on est à 50, ouais, mon cul. On est plutôt à 80-90. Aujourd'hui, les fédés demandent c'est des sparring bienveillants, il faut vraiment être à la touche. Ouais, faut être à la touche. Non, moi... Il y en a qui veulent être à la touche, mais il y en a plein, et personne, je veux pas être à la touche, sinon je vais faire et donc tu peux, dans un sparring, en fait, prendre un KO. Ouais. On va pas se mentir, je veux dire, quand tu tapes vraiment à 80%, tu peux mettre un KO. Même si les gants sont gros, etc., tu peux mettre un KO. Et du coup, si tu veux, il y a un moment donné, quand tu le prends vraiment, tu fais « Ah ouais, ça fait comme ça, en fait ». Alors déjà, un KO foie, il faut voir que c'est quand même très particulier, parce qu'on a l'impression que tu as un mec qui est passé derrière toi, et t'as découpé en deux, en fait. Tu vois, avec une faux, t'as deux parties de corps. Ouais, c'est retardant. C'est très bizarre. Tu peux prendre le coup, et ça peut prendre quelques secondes en plus. Se diffuse. Mais tu perds la connaissance. Non, au foie, tu descends sur les genoux parce que tu n'arrives plus à te tenir debout. T'es plié. Tu vois, t'es plié vraiment. T'as l'impression qu'on t'a découpé en deux en fait. Mais t'es conscient. Ah ouais. Et dans l'incapacité de te relever. Ouais, tu peux pas te relever. C'est très bizarre, hein. C'est très très étonnant. Hein. Ouais. Parce qu'un KO à la tête, en fait, tu tombes, bon voilà, au moins t'es inconscient, tu travailles, machin, tu fais ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai pris un rouleau compresseur dans la gueule. Mais le foie, c'est très particulier. Donc pour revenir à ta question initiale, c'est effectivement à un moment donné, je pense que c'est bon de prendre une branlée aussi. Quand tu as été souvent que tu en as donné, c'est bien aussi d'en recevoir. Tu vois, ça me rappelle quand j'ai tourné avec Brice Guidon, celui que j'appelais gros gabarit, 115 kilos, il faisait 8 cm de plus que moi. De Jérôme Le Banner. Voilà, Jérôme, c'était avec lui que j'avais aussi la marque, qui était aussi parrain. Je veux dire, on était en Thaïlande, il était très jeune à l'époque, il avait 22-23 ans. Un physique assez quand même impressionnant. Un physique, alors pas de pec, c'est toujours ce que je lui disais à Brice. Brice, si tu nous regardes, tout ce que je lui disais, il n'avait jamais eu de pec en fait, Brice, ça c'était assez marrant. Mais quand même 115, 112 kilos par là. Puis à un moment donné, on joue ensemble et tout, et puis il met une jambe, mais même pas fort. Mais juste le poids de la jambe, le putain de saucisson qu'il avait, tu vois, à la place des cuisses, putain, il m'a détruit la cuisse, quoi. Et tu fais, non, ok, je comprends qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Dire un mec qui fait 85-90 kilos, un mec qui en fait 110-115, c'est une inertie de dingue, quoi. Et en même temps, il y a des contre-exemples. Je sais pas si tu te souviens, c'est celui que je t'avais montré. KO Clark Norsing contre Mighty Mo, où il le met KO sur un high kick. Ouais. Tu sais, c'était le temps du K1 GP où ils étaient en open weight. Et il prend une jambe sur de la stratégie, pleine bouche. Et l'autre, il fait 120 kilos, il tombe face contre terre. Un Tahitien, un mec dur avec un coup où il n'y a pas de nuque, direct les trapèzes. Donc le mec tombe. Parce que du coup, le Thaï, maîtrise totale de la technique. Ça peut arriver, ouais. Parce que le petit pousset, des fois, il gagne. Oui, mais alors, on va pas se mentir, c'est un cas sur 100. Faut être un très grand technicien. Faut être un grand technicien, voilà. Mais sinon, la plupart du temps, il y a des catégories de poids et c'est fait pour quelque chose, en fait. Donc ça, c'est le combat qui t'a le plus marqué, ce chaos que Vous en avez, vous, des combats comme ça qui vous ont vraiment marqué dans votre parcours? Non, parce que moi, je fais que des sparring en loisir. Mais tu vois, toi, tu disais, on vit dans une société où il n'y a pas de violence. Mais en fait, pour moi, c'est l'inverse. On vit dans une société ultra violente, mais de la violence indirecte. Ok, vas-y, explique. Tu regardes la télé, tu allumes BFM, c'est que la violence. Toi, tu as sur ton un mec poignardé à Bordeaux, génocide à Gaza. Tu regardes les commentaires sous des vidéos YouTube, tout le monde s'insulte. C'est de la violence. Ouais. Mais c'est de la violence en direct, derrière un écran, derrière un commentaire. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça, c'est plus violent que d'aller se taper un sparring. Ouais, nous, c'est pas de la violence. C'est là où en fait, c'est ça qui me... Moi j'ai été très frustré que mes parents ne m'inscrivent pas dans des sports de combat, parce que je voulais. Et eux, c'était leur crainte, leur spiritualité. Mais moi, j'étais dans des collèges très chauds. Ouais.
il y avait que des bagarres tout le temps. Et moi, j'ai grandi avec la panique de dire ça va se battre. Et donc, du coup, moi, j'ai été un mec qui a apaisé. Mais t'as raison, en fait, pour moi, pour aller dans ce sens-là, la violence a été là. Même après, quand j'ai fait mon DUT, j'étais à Mulhouse dans des quartiers chauds. Quand tous mes potes se faisaient racketter, c'était hyper chaud en fait. Alors moi je vais revenir sur ce que tu disais qui est tout à fait vrai. Les gens se cachent derrière un clavier, ils sont ultra violents. Puis quand il y en a un qui prend un gars dans le virtuel en disant celui-là c'est un sale con et machin, et tout le monde va dessus comme des lâches, etc. Je supporte pas ça. Mais ce qui se passe surtout, ce qui est intéressant par rapport à ma génération, où à l'époque, quand on avait une embrouille, on allait se taper, mais il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas de machin, on se tapait et puis c'était réglé, quoi. Le problème, il était réglé, il n'y avait pas personne portait plainte, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, en fait, tu t'aperçois que les gens se tapent plus vraiment, mais par contre, ils sont dans un truc d'extrême puisqu'on a banalisé la violence et on a fait des séries où bientôt tout est normal. En fait, tu as un mec, machin, etc. C'est leur quotidien. Donc en fait, c'est là où tu vois les dérapages d'aujourd'hui. J'ai poignardé quelqu'un. Ah bon, ça. Donc il peut mourir. Bah oui, c'est un peu le principe en fait. Donc les gens, en fait, ils ont plus la notion de ce que c'est la gravité en fait dans la violence. Tu vois, taper quelqu'un, c'est rare quand le mec il meurt. Donc il va avoir des ecchymoses, des machins, etc. Mais là maintenant, c'est des couteaux, tu sais pas sur qui tu tombes. C'est pour ça que les gens aussi se battent plus, ils ont peur de se dire, bah, je vais me battre avec quelqu'un, puis il va me sortir un flingue, il va me sortir un couteau, il va me faire un truc comme ça. Et c'est vrai que le monde moderne, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limite. C'est-à-dire, on s'est dit, bah voilà, on peut tuer quelqu'un, c'est normal. D'ailleurs, dans le business aussi, en plus. Il y a quasiment plus de limite parce que maintenant je vois quand on arrive à gagner de l'argent en allant à Dubaï, en vendant ces deux sous-salles ou l'autre son bain, finalement, on se retrouve dans le même contexte. Exactement. Le business c'est un très bon parallèle. est devenu aussi sale que ce qu'on pourrait appeler de la violence. Nous, la violence comme elle est cadrée, c'est pas de la violence en réalité. C'est un sport, c'est des règles, on sait, il y a un contrat. C'est de la confrontation. Mais est-ce qu'en voulant justement canaliser, là si on prend du recul sur la société, en voulant essayer de cacher, en fin de compte, on n'est pas en train de l'augmenter. Moi, dernièrement, il nous est arrivé un truc ici au garage assez particulier. Il est genre 22h30, je reçois un appel de Vérissure, donc la société de sécurité, qui me dit il y a quelqu'un qui s'est introduit qui est dans vos bureaux, est-ce que c'est normal? Il y a l'alarme qui est... Je dis bah non, c'est pas normal. Je réfléchis rapidement, j'étais en train de m'endormir et là je comprends qu'en gros il y a quelqu'un qui s'est introduit. Donc je ni une ni deux, je m'habille, je prends les premiers trucs qui viennent et moi j'ai une hache en haut dans mon entrée, une petite machette comme ça. Et j'ai même pas réfléchi. Ouais, méga bon là. Je prends la machette. Bonne idée. Mais ouais, je me dis, je rentre dans la voiture, très bon, je là. trace, j'appelle un ami qui habite juste à côté, Piou, qui est là juste avant, et on arrive, il y avait un fourgon juste devant la porte là. Au moment où on arrive, moi je sors mon téléphone, je prends une photo sur la plaque, il se barre, je me dis bon ok on va voir, on rentre, donc je suis avec ma hache, je fais le tour, tu vois, lui il avait un extincteur, tu sais, vraiment derrière, on était comme des cons. Finalement, il y a personne, et là j'entends sonner en bas, j'arrive, et là c'est les flics qui arrivent, et du coup il me voit avec ma hache, il fait pas de commentaire sur le moment. Et après on fait le tour et à la fin il dit ah mais monsieur vous savez que en gros là c'est vous qui allez en prison. Évidemment. Non mais on est chez s'il est là, s'il est en train de s'en prendre à mon matériel. T'es pas aux États-Unis hein. Ouais, mais après il me dit je lui dis mais alors je sais pas une bombe lacrymo, une matraque. Il dit non vous savez même si vous le séquestrez, il peut se retourner contre vous. Bien sûr. Et en fait le gars après il me dit tout ça, il me dit bah bienvenue en France. Ouais. Tu sais, avec son petit sourire en mode. Bon, après, dégoûté. c'est mieux ça que les États-Unis où tu mets un pied dans le jardin du voisin et il te tire dessus, tu vois, c'est un peu. Ouais, mais tu vois, justement, est-ce qu'il n'y a pas. En fait, est-ce que ça crée pas une putain de rage, justement, d'impuissance en voulant. Le gars, il n'a pas à s'introduire chez moi, c'est tout. Enfin, il est ici. Ouais, bien sûr, c'est le grand principe. C'est la méconnaissance qui rend violent. À part moi où je sais pas me battre, tu vois, on est tous confiants, on est tous tranquilles. Parce qu'on sait qu'il y a un moment où on peut se mettre d'accord et en même temps on peut perdre. J'apprends à gagner, j'apprends à perdre. Moi je pense que les mecs qui savent boxer, c'est ceux qui vont le moins se battre dans la... Moi, jamais. J'éviterai à tout prix de me battre. Parce que tu sais très bien que si tu te bats hors de la salle, il y en a un des deux qui va être blessé, très gravement blessé. Parce qu'en plus quand t'as pas de gants, il y a un trottoir, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Mais oui. Donc en fait, pour moi... Tu sais, c'est comme, moi j'ai jamais fait l'armée, mais les soldats qui ont fait la guerre, ils détestent la guerre, ils savent bien ce qui se passe. Donc ils la font, parce qu'à un moment, il faut que quelqu'un la fasse. À un moment, c'est l'histoire de l'humanité. Mais je pense que c'est pareil pour ceux qui, la confrontation, dans les sports de combat, confrontation physique, mais dans la rue, tu veux pas ça.
tu l'évites à tout prix. Ouais. Mais s'il y a besoin, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais en réalité, tu vois, faudrait. Il faut toujours essayer de partir. Exactement. Tu vois, je me retrouve, et j'ai un exemple, tu vois, par rapport je me retrouve à ce moment-là, j'avais le club en région parisienne, et puis j'avais un gros van, j'avais un 9 places, parce que comme on était souvent en déplacement, et j'avais mis le logo du club, tu vois, avec marqué Muay Thai, kickboxing, tout ça, Pancras, ça y est, truc. Et je me retrouve dans la rue pour aller au club, et en fait, il y avait les voitures de mon côté. Tu vois, donc normalement, je devrais laisser passer toutes les voitures. Mais je suis avec un 9 places, tu vas faire une marche arrière, taper de 10-20 mètres, et il y a un taxi qui vient me bloquer. Mais moi, il me restait juste 1 mètre, tu vois, pour dire, bah, tu passes. Le mec descend de la voiture, je sais pas ce qu'il a un truc à se prouver, il est nerveux, il me dit, tu vas reculer jusqu'au bout, il me hurle dessus. Et je lui dis, écoute, j'ai 1 mètre à faire, tu me laisses passer, tu passes, on a réglé le problème. Il voulait pas. Il me dit, qu'est-ce que t'as? Il me dit, tu veux te battre? Je regarde, je dis ok. Je retire ma veste, je la mets dans la bagnole, et puis je vois dans le rétro qu'il est en train de regarder le camion, tu vois, avec le truc. Et il me regarde, il me dit, dis donc, l'espoir qui est un peu nerveux, tremblant, il me dit, les gens qui font des sports de combat, ils se maîtrisent pas. Et j'ai dit, écoute, tu me proposes un truc, je suis d'accord avec toi. Faisons la fête. On fait le truc, on règle le problème, ou alors si tu veux régler le problème, tu recules d'1 mètre, je passe, c'est fini. Tu vois? Il a reculé d'1 mètre. Tu vois, c'était beaucoup plus simple. Dire que la violence, ça règle les problèmes, pas toujours. Mais au moins, ça permet d'avoir un ascendant pour te dire, écoute, moi je suis bienveillant, je veux la paix. C'est Sun Tzu, l'art de la guerre. Laisse toujours une porte de sortie à ton ennemi. Ouais. D'accord? Si tu peux éviter le combat, Exactement. évite-le. Ouais, David, tu travailles sur quoi? Je travaille sur un e-book Uni pour réussir, 50 questions pour s'organiser une petite soirée en amoureux pour les couples entrepreneurs. Moi, je crois fort que la conversation crée l'union et que l'union crée la force et que c'est en discutant qu'on apprend à aligner nos projets. Et quand on est des parents entrepreneurs, on a besoin d'être alignés parce qu'on a peu de temps. Et donc, c'est important que les cœurs soient de concorde, ils aillent dans la même direction. J'ai fait cet e-book parce que c'est super les conseils où il faut bosser comme un chien, se donner à 1000 à l'heure. Mais en fait, quand on a une famille, nous 4 enfants, ça fait 15 ans qu'on est mariés. On a monté 2 sociétés, on avait plus de 60 salariés. La vie, elle va très très vite. Et du coup, c'est important d'avoir des temps de qualité. Et du coup, ce que je te propose, c'est un e-book gratuit avec 50 questions qui sont un peu une base de discussion. Parler du boulot, de vos aspirations, de vos limites, vos projets pour le futur. Ça peut être un dîner, ça peut être un long voyage en voiture. Moi, j'aime bien, quand on a des longs voyages en voiture, de pouvoir avoir une liste de questions. Et c'est un e-book gratuit. Et puis, quand tu t'inscris après ça, je t'envoie une série d'emails avec des pensées sur ce sujet du couple entrepreneur et des ressources pour pouvoir progresser, aligner ton cœur. Et parce que je crois vraiment que dans l'unité du couple, il y a de la force. Et on le voit avec des gens comme Alex et Leïla Hormozi. C'est des couples qui sont beaucoup plus forts que les autres parce qu'ils sont unis, ils sont alignés, ils sont complémentaires. Et l'idée, c'est de t'aider à faire ça. Alors, télécharge cet e-book, c'est gratuit. Ça se passe en dessous.